respecté dans l'Antiquité, ces guerriers ont inventé le camp militaire, la tactique du choc frontal, l'éducation prise en charge par l'État, un mode de vie et une esthétique qui aujourd'hui encore portent leur nom. Ce sont les Spartiates. Et voici leur histoire. Nous sommes en 480 avant Jésus-Christ, dans le défilé des Thermopyles, à 130 km environ au nord-ouest d'Athènes. Le drame qui va se jouer ici va cristalliser à jamais l'essence même de Sparte. Cet événement exceptionnel, transmis de génération en génération, constitue dans notre mémoire collective un tournant historique. Ce concept de la bataille des Thermopyles est resté gravé dans la mémoire de la civilisation occidentale. Aux Thermopyles, la réalité a dépassé le mythe. Shakespeare lui-même n'aurait pas pu élaborer de tragédie plus épique. Une phalange de 7000 guerriers grecs marche sur l'envahisseur perse et son armée de plusieurs centaines de milliers d'hommes. L'infériorité numérique des Grecs est criante, mais ces derniers ne reculent pas, certains que les 300 hommes de l'avant-garde les mèneront à la victoire. Tout simplement parce que ce sont 300 Spartiates. En lui-même, un soldat de Sparte n'a rien qui le distingue particulièrement d'un autre. Mais pris ensemble, ils forment la meilleure armée jamais créée. La vue du mur de boucliers frappé de la lettre lambda suffit en général à mettre les ennemis de Sparte en déroute. C'était quelque chose d'unique au monde, la première culture guerrière de l'histoire de la civilisation. Malgré une effroyable infériorité numérique, les Grecs parviennent miraculeusement à repousser les assauts perses 2 jours durant. Pour finir, Léonidas, le roi de Sparte, comprend que la défaite est inévitable. Il ordonne aux milliers de soldats des autres nations grecques présentes de battre en retraite. Seuls 300 Spartiates resteront pour tenir leur position. Ils combattront jusqu'au dernier. Pourquoi? Parce qu'ils sont Spartiates. La bataille des Thermopyles a galvanisé les troupes grecques. Elle a aussi meurtri l'armée perse et lui a envoyé un message clair. Ne nous cherchez pas. La résistance des Spartiates aux Thermopyles démontre qu'on peut perdre une bataille, mais gagner la guerre. Les Thermopyles sont devenus le symbole, presque le nom de code, du concept du sacrifice de sa vie pour une cause. Ces soldats étaient prêts à se battre sans espoir de victoire au nom de leur vertu et de leur patrie. Ils formaient la plus formidable puissance guerrière que le monde ait connue. Il a fallu un type de société très particulier pour former de tels hommes, capables de se battre avec méthode face à une mort certaine. Les Spartiates incarnent un penchant capital de la nature humaine. La recherche de la pureté, la soif d'ordre et d'harmonie. Cette soif leur donne le courage de ne pas craindre la mort et les rend capables de se battre pour un idéal comme la liberté quel qu'en soit le prix. Si aujourd'hui nous considérons Athènes comme le berceau de la civilisation occidentale et le sommet de la culture grecque, c'était la cité de Sparte qui suscitait l'admiration des Grecs de l'Antiquité. À leurs yeux, c'était une sorte de société idéale, une utopie, au sens où ses habitants se consacraient à un idéal de vertu, de dévouement à la collectivité, de désintéressement et d'unité. Les valeurs que les cités grecques exaltaient étaient leur propre souveraineté, l'unité de leurs citoyens et la victoire sur le champ de bataille. Et Sparte se distinguait avec éclat dans ces 3 domaines. À la haute époque de Sparte, la Grèce est composée de plus de 1000 communautés autonomes, les cités-États. Une cité-État, c'est une ville qui fonctionne comme un État ou une nation, dans toutes ses dimensions pratiques, avec son propre gouvernement, sa propre armée, sa propre flotte et ses propres lois. On trouvait ces cités indépendantes partout en Grèce.
et la plupart avaient développé une culture remarquable. La fondation de Sparte remonte au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Le monde antique connaît alors de grands bouleversements. La puissance égyptienne décline, tandis que le second empire babylonien est en plein essor. Selon la légende, Sparte est née dans la violence, lors d'une conquête. Vers 1150 avant notre ère, des envahisseurs venus du nord, se prétendant les descendants d'Héraclès, marchent vers le sud pour reconquérir ce qu'ils affirment être leur terre ancestrale. Le roi Lacédémone prend possession du centre de la péninsule du Péloponnèse et la nomme Laconie. Il baptise sa capitale Sparte, du nom de son épouse Sparta. Durant près de 4 siècles, jusqu'aux alentours de 750, Sparte est la capitale religieuse, culturelle et politique de la Laconie. L'art et la musique s'y épanouissent. Sparte est renommée pour ses chœurs de jeunes filles. La ville a aussi développé une céramique dont elle a fait commerce et elle est réputée pour ses ouvrages en bronze. Voici quelques exemples du raffinement de l'art laconien. Après le 7e siècle avant Jésus-Christ, toute trace de fabrication de ces objets disparaît. C'est comme si les Spartiates avaient tout simplement cessé d'en faire. L'abandon des arts visuels, qui sont très présents partout ailleurs, est clairement un choix délibéré. Cette décision coïncide avec un grand tournant de l'histoire de Sparte, les guerres de Messénie. À cette époque, l'explosion de sa population contraint la cité-État à chercher de nouvelles terres et de nouvelles sources d'alimentation. Ils ont résolu leur problème en annexant une région entière, plus grande et plus peuplée que ne l'était Sparte. Ce choix va déterminer le cours de l'histoire de la cité pour les 3 siècles qui vont suivre. Ils jettent leur dévolu sur la Messénie, une autre communauté dorienne établie à l'ouest de la Laconie. C'est la conquête de la Messénie et ses contre-coups qui vont révéler l'originalité et l'étrangeté de Sparte. La Messénie est fertile et son agriculture est florissante. C'est de cette province que viennent aujourd'hui les célèbres olives de Kalamata. Mais elle dispose aussi de très riches gisements de fer, une matière première cruciale dans l'équipement militaire grec. Sparte a besoin de la Messénie. Mais les Messéniens ne vont pas se rendre sans résistance. La guerre a été longue et difficile. Les Spartiates n'ont pas pu dompter les Messéniens facilement ni rapidement. La première difficulté est tout simplement d'ordre topographique. Le Tégète culmine à 2400 mètres. Bien sûr, les Spartiates n'ont pas franchi les sommets. Ils les ont contournés. Mais cela implique de faire un long détour et donc de s'éloigner considérablement de leur base. Les Messéniens étaient sur le point de créer leur propre cité-État. Ils ont résisté. Ils ont tenté de conserver leur indépendance, mais les Spartiates ont fini par les conquérir. Il faut presque un siècle aux Spartiates pour soumettre la totalité de la Messénie. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Sparte contrôle une région de 8000 km², devenant ainsi la plus grande cité-État de Grèce. Forcés à travailler dans les champs, les Messéniens sont réduits au statut de serfs, les ilotes. L'ilotisme est une sorte de servage. Un ilote s'occupe d'une ferme et doit réserver une certaine partie de sa production à son maître. Chaque ferme ilote est attribuée à un maître spartiate. Cependant, ce dernier ne possède pas l'ilote. Ce n'est pas son esclave. Il ne peut ni le vendre ni l'acheter. Aucune autre cité-État n'avait encore essayé d'asservir un peuple entier. Les Messéniens sont environ 250 000 et Sparte compte à peu près 10 000 guerriers. Ils sont donc en nombre largement inférieur. Sparte est une nation en état de siège permanent. En ce sens, on pourrait la comparer à l'Israël d'aujourd'hui. Bien sûr, il existe de nombreuses différences entre les deux situations, mais il reste que les questions de sécurité nationale sont cruciales pour les Spartiates. Cette situation va pousser Sparte à réorganiser sa société de fond en comble.
de nouvelles lois vont l'amener à contrôler chaque aspect de la vie de ses citoyens. C'est le seul peuple grec à se consacrer entièrement à l'art de la guerre. Selon l'historien grec Plutarque, l'architecte de cette cité guerrière est un Spartiate du nom de Lycurgue. On raconte que celui qui allait devenir le législateur de Sparte a parcouru la Méditerranée pour étudier les meilleures institutions politiques et militaires de la Crète, d'Ionie et d'Égypte. Il a également consulté l'oracle de Delphes où, dit-on, il a reçu les conseils de la bouche d'Apollon lui-même. Ces nouvelles directives vont instaurer une discipline faisant de Sparte une société militaire très organisée. À l'époque, les armées étaient de simples milices. C'étaient des fermiers qui attrapaient la pique accrochée au-dessus de leur cheminée pour aller défendre la cité. En gros, Lycurgue, la figure fondatrice de Sparte, leur a dit « Bon, si on passait pro », et toute une société a découlé de cette décision. Ces lois se sont imposées parce qu'elles étaient revêtues de l'autorité de l'oracle de Delphes. L'oracle avait dit qu'il fallait s'y soumettre comme si elles étaient d'origine divine. Lycurgue a peut-être été instrumentalisé par la légende. Il demeure que pour les Spartiates, c'était bien la sagesse dispensée par Apollon qui leur avait permis de créer le schéma directeur de leur cité. La société spartiate est de type pyramidal. La partie supérieure est composée d'une élite d'environ 10 000 hommes, les homoi, c'est-à-dire les égaux ou les semblables. En théorie, ils disposent des mêmes richesses et des mêmes droits civiques. Le but était de créer une société d'égaux, une armée qui pourrait se battre sans jamais craindre les dissensions, toujours unie. Tout allait dans le sens de l'homogénéité, de la similitude. C'était l'une des clés du système spartiate, dont les maîtres mots étaient stabilité, ordre et obéissance. Après les homoi, on trouve une catégorie composée de 50 000 à 60 000 personnes libres vivant dans toute la Laconie, pour la plupart dans les environs de Sparte. Ce sont les périèques, ceux qui habitent autour. Ils étaient libres, mais ils ne pouvaient pas prendre de décision d'ordre politique. Ils étaient aussi obligés de suivre les Spartiates dans tous leurs choix. Les périèques composent une classe moyenne sans droit de vote, pourvoyant aux besoins des homoi. La majeure partie du commerce, de la production et de l'artisanat, et de la fabrication de ces armes qui étaient nécessaires à la société spartiate, était assurée par les périèques. C'était le moteur qui faisait tourner la machine. Grâce à eux, les pairs de Sparte pouvaient consacrer tout leur temps à l'entraînement athlétique et à la guerre. Tout ce qui n'est pas essentiel au fonctionnement de la machine est éliminé. L'un des prix à payer pour que cette solution fonctionne, c'était la pauvreté culturelle qu'ils se sont imposés. La création artistique requiert un degré de liberté qui aurait été dangereux. Tout en bas de l'échelle et largement supérieur en nombre se trouvent les ilotes. Les épouses et les filles de l'élite spartiate gèrent les affaires domestiques. La seule charge des égaux consiste à s'occuper de ce que les Grecs appellent la polis, la cité-État. Ils étaient prêts à prendre des mesures drastiques pour donner naissance à une forme de société complètement inédite à l'époque et qui est restée un cas unique dans l'histoire. Au cours des décennies qui vont suivre, Sparte va mettre au point un système étatique destiné à contrôler ses citoyens du berceau à la tombe. Au 7e siècle avant notre ère, parmi les centaines de cités-États de la mer Égée, Sparte est un cas à part. Dans toutes les cités grecques, l'État jouait un rôle bien plus important dans la vie des gens que ce qu'on admet aujourd'hui comme étant la norme. Sparte est allé encore plus loin. La vie des citoyens était complètement sous l'emprise de l'État. On était pris en charge du berceau à la tombe.
C'est en effet au berceau qu'on commence à évaluer les futurs Spartiates. Chaque nouveau-né est examiné par un représentant de l'État afin de déterminer si on doit lui permettre de vivre. Les bébés de faible constitution sont exposés, un euphémisme qui signifie être jetés dans un ravin. Cela nous semble d'une brutalité extraordinaire, mais le but était de former des guerriers. C'est la qualité qu'ils recherchaient chez les nouveau-nés. Ils avaient besoin d'hommes solides. Je ne crois pas qu'ils aient eu honte de vouloir engendrer les meilleurs rejetons possibles. Les petites filles devaient elles aussi être approuvées. Les experts décidaient si elles devaient vivre ou être précipitées dans un gouffre. Les filles acceptées sont élevées pour être mères, les garçons pour devenir des égaux, les guerriers contrôlant la cité. À Sparte, le peuple est souverain. Encore faut-il appartenir à la classe des homoi, des égaux. Car ni les périèques ni les ilotes ne sont des citoyens. Les Spartiates ont inventé un système unique, un système qui leur était propre et qui a persisté pendant de très nombreuses années. Si longtemps en fait que Machiavel et d'autres l'ont pris pour modèle. Le sommet de la hiérarchie spartiate est occupé par une monarchie héréditaire d'un genre très spécial. L'élément fondateur, et qui semble être le plus ancien de leur constitution, c'est qu'ils n'avaient pas un roi mais deux. C'est quelque chose de très étrange. La plupart des cités grecques avaient gardé un vestige du temps où elles avaient un roi. Et elles avaient parfois conservé un dignitaire religieux qui portait ce titre. Mais les Spartiates avaient une double monarchie et ces rois étaient investis d'un véritable pouvoir. Ils menaient les armées au combat et disposaient d'une incontestable autorité religieuse. Cela créait un équilibre des pouvoirs et empêchait qu'un seul homme ne prenne l'ascendant. Ces diarques forment avec 28 Spartiates âgés de plus de 60 ans un conseil des anciens appelé la Gérousia. Ce conseil joue un rôle politique et constitue le tribunal suprême. Sparte était une sorte de gérontocratie. Les anciens gouvernaient. Certaines charges ne pouvaient revenir qu'aux vieillards. L'une des raisons qui explique cela, c'est que ceux qui parvenaient à un âge avancé dans un tel environnement étaient nécessairement des hommes d'exception. Après la Gérousia, on trouve l'Assemblée des citoyens formée par tous les égaux de plus de 30 ans. C'est la moins puissante des instances politiques de Sparte. Cette assemblée n'est pas faite pour prendre des décisions. Elle se contente de suivre les ordres donnés par ceux qui ont déjà déterminé la direction que va prendre la cité. En fait, ces membres se contentent de crier « Très bien, allons-y, faisons-le » quand on leur propose les lois. Au sommet de cette organisation se trouve un directoire de 5 hommes appelé Éphore. Ils prennent des décisions d'ordre militaire, sont responsables du système éducatif et disposent d'un droit de veto considérable, y compris sur les rois. Leur pouvoir n'est pas pour autant absolu, car leur mandat ne dure qu'1 an, et ils doivent rendre des comptes à l'Assemblée. À la fin de leur mandat, les efforts passaient automatiquement devant un tribunal. C'est un peu comme si nos présidents d'aujourd'hui, à la fin de leurs 5 années de mandat, devaient répondre de leurs actes devant des juges. Le but de la Constitution était d'empêcher quiconque, ou une quelconque instance politique, de devenir trop puissante. Et il semble que cela ait bien fonctionné. Comment fait-on avancer les choses quand tant de gens vous barrent le passage? C'est simple. Ce système était précisément conçu pour qu'on ne puisse pas faire avancer les choses. Son but était d'empêcher le changement. Et c'était terriblement efficace. Pendant près de 400 ans, Sparte va bénéficier du gouvernement le plus stable de l'histoire de la Grèce antique. Mais le fait est qu'il ne s'agit pas d'une démocratie. La liberté des citoyens est un élément central de la démocratie. La liberté de s'exprimer, de voter en conscience. La liberté d'expression ne faisait pas partie de la société spartiate.
Pour les Spartiates, la liberté n'était même pas souhaitable. Elle ne faisait pas partie de cet ensemble de vertus qu'on enseignait alors aux jeunes gens. La première mission du gouvernement spartiate est de surveiller les Ilotes. Ils savaient que les Ilotes les détestaient. Un Athénien qui connaissait très bien Sparte a dit un jour que les Ilotes seraient ravis de les dévorer crus. Chaque année, le premier soin du gouvernement spartiate est de déclarer une guerre rituelle aux Ilotes. C'était une façon formelle de dire que tout Spartiate pouvait tuer n'importe quel Ilote quand il le voulait. Thucydide nous a rapporté une histoire terrible. Les Spartiates avaient annoncé que les Ilotes, qui pensaient avoir le mieux servi Sparte au combat, devaient se présenter pour être affranchis. Environ 2000 d'entre eux se sont avancés. Les Spartiates les ont couronnés de guirlandes pour indiquer qu'ils étaient libres. Ensuite, ils les ont emmenés en procession vers le temple et on ne les a plus jamais revus. Outre cette guerre rituelle et continuelle contre les Ilotes, la priorité du gouvernement est de légiférer pour régler tous les aspects du quotidien en Laconie. Ils faisaient la même chose tous les jours. Ils se mariaient à peu près au même âge, ils s'habillaient pareil, ils parlaient et agissaient de la même façon. Pour assurer l'égalité entre tous, le système empêche en principe tout Spartiate d'être plus riche que les autres. Une trop grande différence de richesse ou de confort de vie aurait été catastrophique. La taille de la ferme attribuée à chaque famille de guerriers devait être éternellement la même. Et cela n'est possible que si on détruit tout système marchand. Il n'y avait donc pas de monnaie, pas de marché. On ne pouvait ni exporter ni importer de denrées. Pour supprimer toute velléité d'achat immodéré chez les Spartiates, toutes les demeures doivent par décret être conçues à l'identique. Tout est fonctionnel, simple et semblable. La culture spartiate était austère. Le terme spartiate est encore aujourd'hui synonyme d'austérité et de sévérité. Il était inacceptable pour les Spartiates qu'on fasse montre de sa richesse avec de beaux vêtements. Cette austérité permettait l'égalité. On peut faire le parallèle avec l'uniforme qu'on portait autrefois à l'école de la République. Les vêtements ne devaient pas manifester l'inégalité. Cette austérité s'étend à la façon de s'exprimer de l'élite laconienne. Les Spartiates étaient formés pour être peu loquaces. Cela convenait à la simplicité et à la force des guerriers. Être laconique, c'est très utile pour prendre des décisions rapides sur le champ de bataille. Par contre, cela convient moins à une réflexion approfondie sur les grands sujets. Et c'était l'un des problèmes majeurs des Spartiates. Pour conserver la pureté du système, la politique étrangère est tout aussi laconique, avec interdiction de se mêler aux étrangers. Ils ne voulaient pas que les étrangers en apprennent trop sur Sparte, et moins encore que les Spartiates en apprennent trop sur le reste du monde. Ils voulaient préserver leurs coutumes, les caractères propres à leur nation. Et pour cela, il ne fallait pas se mélanger aux autres. En gros, ils ne quittaient jamais leur ville. Et lorsqu'il fallait qu'ils séjournent au loin quelque temps pour des raisons militaires, ils se comportaient presque toujours mal. Cela les rendait fous. Ils n'étaient pas armés pour gérer ce genre de situation. Cette totale ingérence dans la vie privée peut sembler incroyable. Elle est pourtant la règle. En fait, cette toute-puissance de l'État est la norme dans la Grèce antique. Pour les Grecs, le terme de politique ne s'applique pas seulement à une certaine constitution ou à une forme de gouvernement. Il englobe tout le quotidien, de la vie sociale à la vie culturelle, tout ce qui constitue le mode de vie, à Sparte plus encore qu'ailleurs. La première étape de l'endoctrinement des Spartiates, c'est un système éducatif destiné à préparer les enfants à devenir des machines à tuer dès l'âge de 7 ans.
La réussite de Sparte repose sur sa société étroitement surveillée. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, sur une période de plus de 100 ans, Sparte va inventer et perfectionner le premier système d'ingénierie sociale. Dès leur naissance, ses citoyens sont sous la coupe de l'État. Les enfants faibles sont supprimés. Les plus résistants sont endoctrinés, entraînés et coulés dans le moule d'un guerrier capable de contrôler les Ilotes, le peuple colonisé et réduit à la servitude. Lorsqu'une petite population doit en asservir une bien plus importante, cela veut dire que chaque homme, en l'occurrence chaque Spartiate, doit valoir 10 ou 12 Messéniens. Par exemple, dans le cadre d'un combat, la seule façon d'arriver à ce degré de supériorité, c'est d'embrigader tous les jeunes pour leur faire suivre un entraînement standardisé, et ce, dès le plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, les garçons de Sparte doivent quitter leur foyer pour passer sous la responsabilité de l'État. Ils entrent alors dans une sorte d'école militaire pour y suivre l'agogé. À 7 ans, le jeune Spartiate entre dans le monde masculin, celui qui sera le sien jusqu'à la fin de sa vie, aussi longtemps qu'il survivra. Le premier cycle de cette éducation, c'est ce que j'appelle parfois les louveteaux de l'enfer. L'agogé va durer 15 années, pendant lesquelles on va les préparer à se battre. Dans un registre historique différent, on raconte que le général Patton aurait dit « Je ne veux pas que vous tuiez pour moi, je veux que vous mouriez pour moi ». Cela aurait pu s'appliquer aux Spartiates. Ils se préparaient à mourir. Le premier cycle de l'agogé va de 7 à 12 ans. Les enfants sont sous la responsabilité du pédonome. Ce dernier leur enseigne les rudiments de lecture et d'écriture et il leur donne une première éducation physique. La discipline et les punitions sont souvent dispensées par des garçons de la tranche d'âge supérieure. Pour vous représenter la chose, imaginez que ce soit les petits durs du collège qui vous prennent en charge quand vous entrez à l'école élémentaire. Ce système éducatif tirait parti de la cruauté que peuvent parfois avoir les enfants les uns envers les autres. Ces garçons apprenaient dès leur plus jeune âge à obéir aveuglément aux ordres donnés par n'importe quel supérieur. C'était quelque chose de tout à fait terrifiant. La mission principale de ce premier cycle est d'endurcir les jeunes garçons pour les habituer à une vie de rigueur. Le système éducatif spartiate était fait pour mettre les individus à l'épreuve et éradiquer toute trace de faiblesse. Toute sa vie de soldat, le soldat spartiate se savait surveillé par ses pairs. On le guettait en permanence au cas où il montrerait de la faiblesse et pour voir s'il était vraiment à la hauteur. La règle de l'agogé, c'est le test permanent. Peux-tu encaisser ça? Es-tu assez solide? Es-tu assez fort pour être un homme, un spartiate? C'était la méthode dure, portée à l'extrême. Les filles reçoivent aussi une éducation stricte, mais à la maison. Elles étaient éduquées depuis l'enfance pour être résistantes. Elles étaient sportives et, dans une certaine mesure, autonomes. Leur raison d'être, pour ainsi dire, était de produire des fils solides, capables de défendre la cité. Elles se nourrissaient bien, elles participaient aux jeux athlétiques, c'étaient des reproductrices de premier ordre. À 12 ans, le garçon entre dans le second cycle de l'agogé, plus sévère encore que le premier. Chaque petit Spartiate reçoit alors un manteau unique, qui sera son seul vêtement pour toute l'année. On le fait aussi aller pieds nus. Le but est de l'endurcir à la fois physiquement et moralement. En hiver, il fait très froid en Laconie. Si on y envoyait un adolescent de notre époque pieds nus et vêtu d'un simple drap, il ne survivrait pas longtemps. Les enfants sont fatigués, ils ont froid et ils ont faim. Les repas du soir étaient préparés par un domestique ilote. Et il semble qu'il cuisinait, si on peut employer ce mot, une pitance absolument immonde. Le plus célèbre de ces plats, c'était la soupe de sang, du porc servi dans une sorte de mare de sang. Les voyageurs de passage sont effarés par le régime spartiate.
Un sybarite venu du Nord a d'ailleurs là-dessus un mot fameux. Il est arrivé à Sparte, et après avoir goûté cette soupe, il a dit qu'il comprenait à présent pourquoi les Spartiates voulaient tant mourir. Non seulement c'est mauvais, mais en plus, il y en a peu. On vous donne de quoi survivre, mais pas assez pour avoir votre content. Et vous apprenez très vite que si vous voulez avoir assez à manger, il va falloir voler votre nourriture. C'était fait pour qu'il soit vif, mais aussi pour leur enseigner les réflexes nécessaires à la survie. Un Spartiate devait, si nécessaire, savoir trouver de quoi manger dans la campagne pour rester en vie. Un enfant spartiate surpris à voler était puni. Mais un enfant qui ne volait pas était considéré comme une mauviette. Ceux qui s'épanouissaient, c'étaient les meilleurs voleurs, ceux qui ne se faisaient jamais prendre. Selon Plutarque, les jeunes Spartiates étaient capables d'aller très loin pour ne pas se faire prendre. Il nous a transmis une anecdote à ce sujet. Un garçon avait volé un renardeau pour le manger. Ayant eu peur d'être découvert par son supérieur, il avait caché la bête sauvage sous son manteau. Plutôt que d'être découvert, il avait préféré se faire dévorer le ventre par l'animal prisonnier de son vêtement, et il en était mort. Durant toute l'Antiquité, cette histoire a été citée en exemple de la détermination spartiate. Ce garçon avait si bien appris à rester stoïque, à contrôler sa douleur, à respecter ses supérieurs, qu'il s'est laissé dévorer les entrailles. Ce qui rend nécessaire l'endurcissement et l'endurance des adolescents de Sparte, c'est le type de combat qui les attend à l'âge adulte. La force de la phalange se mesure à son élément le plus faible. Il est donc absolument fondamental de s'assurer que tous ces éléments sont de même force. Et les plus faibles sont tout simplement éliminés. On disait des Spartiates que c'était la seule nation pour laquelle la guerre apportait un doux changement. L'agogé vise à éliminer les mauvaises pousses. Les garçons doivent sans cesse passer des épreuves de force, de souplesse, d'endurance et d'astuce. L'échec est sévèrement puni. Lors des festivités annuelles du sanctuaire d'Artémis Orthia, les Spartiates se réunissent pour assister à l'épreuve de ce qu'on pourrait appeler le vol de fromage. Les jeunes gens de Sparte étaient divisés en deux groupes. Les uns devaient essayer de voler les fromages empilés sur l'autel, et les autres devaient les fouetter pour les en empêcher. Dans ces mêlées féroces, il pouvait arriver qu'un participant trouve la mort. Les épreuves que les jeunes Spartiates devaient endurer sont en quelque sorte la préfiguration sanglante de nos bizutages d'aujourd'hui. Et il est certain que nombre de garçons échouaient dans cette épreuve et en mouraient. C'est une compétition permanente. Chacun est sans cesse jugé et évalué. Les vainqueurs se voient conférer divers avantages et honneurs. Voilà ce que c'est d'être Spartiate. Un homme éduqué pour être semblable aux autres et subordonner son individualité à la collectivité, et en même temps pour devenir un être supérieur. Pour le guider durant son éducation, chaque garçon doit prendre un mentor, un homme plus âgé avec lequel il nourra une relation pour la vie. Le mentor avait la responsabilité du garçon qui lui était confié. Il devait veiller à ce que son entraînement soit approprié, mais aussi à l'élévation de ses manières et de son caractère. La question de savoir si cette relation étroite est également d'ordre sexuel continue de faire débat dans le monde savant. Très souvent, dans les situations dans lesquelles les femmes sont exclues, comme par exemple dans le cas d'une campagne militaire ou d'un événement de même acabit, je crois que la possibilité statistique d'une relation de type homo-érotique est beaucoup plus élevée.
Les relations sexuelles qui avaient pu exister ou non entre le jeune Spartiate et son mentor devaient de toute façon prendre fin lorsque ce dernier atteignait l'âge adulte. Mais il continuait de cultiver une très forte amitié. Et ces liens qui unissaient le mentor et son élève, ou son amant, constituaient le ciment de la société spartiate. Quand l'armée spartiate partait au combat, c'étaient des hommes qui entretenaient des relations très étroites et très personnelles, qui se tenaient côte à côte pour former les rangs. À la guerre, la cohésion des unités de combat, et surtout des petites unités, est un facteur déterminant. Peut-on imaginer une armée plus unie que celle composée de tels soldats? En grandissant, tout Spartiate est confronté à deux expériences très différentes ayant valeur de travaux pratiques. Le mariage et le meurtre de sang-froid. Sparte a non seulement inventé le concept de discipline militaire, mais l'a encore perfectionné au moyen d'une structure sociale unique dans laquelle l'entraînement des futurs soldats commence à l'âge de 7 ans. L'éducation des Spartiates se termine à 20 ans. Ils entrent alors dans un autre monde, celui qui sera le leur jusqu'à leur mort. Mais avant, ils doivent subir une ultime épreuve. Les adolescents les plus prometteurs sont sélectionnés pour la cryptie. Les participants sont autorisés à tuer des ilotes comme bon leur semble. Ils doivent camper en dehors de Sparte, user de toutes leurs ressources pour survivre et, à la faveur de la nuit, assassiner des ilotes. La cryptie peut être considérée comme la réinterprétation d'un rite de passage à l'âge adulte. On sait que dans de nombreuses cultures, on doit prouver qu'on est un homme en accomplissant un exploit. La version spartiate est différente. Elle implique de tuer l'ennemi intérieur. La cryptie consistait à prendre les meilleurs et les plus intelligents des jeunes Spartiates et à les utiliser pour terroriser les ilotes, c'est-à-dire ceux sur qui reposait le bon fonctionnement de leur société. Les ilotes qui étaient particulièrement bons, beaux, qui avaient apporté par exemple certaines innovations agricoles ou de façon plus générale, qui avaient quelque chose d'un peu exceptionnel, vivaient dans la peur continuelle des cryptes. Parce que si ces derniers découvraient leur existence, ils n'avaient de cesse de les tuer. Après la cryptie, les jeunes Spartiates intègrent de petits régiments d'une quinzaine d'hommes. Ces unités, les Sicicions, seront désormais leur foyer. C'est un moment clé dans la vie de tout Spartiate. Il doit être accepté dans un régiment. Tout ce qui a précédé, tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent, l'a été dans la perspective d'être accepté. Si le Spartiate se doit en premier lieu à son régiment, il est aussi fortement encouragé à se marier pour procréer. Vu de l'extérieur, cet aspect de la vie en Laconie peut sembler plus doux, car les femmes de Sparte sont réputées pour être les plus belles du monde. Après tout, Hélène de Troie n'était-elle pas d'origine spartiate? Mais pour les jeunes filles et les jeunes hommes de Sparte, qui n'ont eu jusque-là quasiment aucun contact, le mariage n'est qu'une nouvelle forme d'obéissance à l'État. Et le rituel qui l'accompagne est l'un des plus étranges de la société lacédémonienne. Ce sont deux sociétés distinctes, et le rituel du mariage reflète bien cette séparation. Les mariages sont arrangés. Il n'y a pas de cérémonie de mariage et la nuit de noces prend la forme d'un enlèvement ritualisé. Les cheveux de la fiancée sont coupés courts et on l'habille d'un manteau d'homme. Ensuite, le fiancé doit se glisser chez elle à la nuit tombée pour consommer le mariage. Voilà le début de leur vie conjugale. Un rituel singulier et, à mon avis, assez peu festif, mais très révélateur. En fait, le seul moment où les hommes mariés peuvent se rendre chez eux, c'est pendant la nuit, et dans le seul but de féconder leurs épouses.
C'était ainsi que Lycurgue l'avait voulu. Pour entretenir le feu de la passion, il fallait rendre la tâche difficile aux deux amants. Il fallait que leurs entrevues soient une aventure, que l'homme se glisse furtivement dans la maison de sa femme. Et dès que le mariage était consommé, il devait filer pour regagner ses quartiers. On raconte d'ailleurs qu'il n'est pas rare qu'un Spartiate n'ait jamais vu le visage de son épouse avant l'âge de 30 ans. Cela démontre l'étrangeté de cette société, où chaque penchant naturel de l'homme était étroitement contrôlé. Le but du mariage était de donner des enfants à la cité, de préférence des garçons. La tombe d'un Spartiate ne portait son nom que s'il était mort au combat. Et pour les femmes qui avaient droit à une stèle, c'était celle qui était morte en couche. La reproduction est un facteur si crucial que les Spartiates ne reculent devant rien pour s'assurer que leurs femmes donneront des enfants aussi forts que possible. On a vu des cas très étranges dans lesquels les maris invitaient des jeunes hommes qu'ils pensaient meilleurs qu'eux-mêmes à avoir des relations avec leurs femmes, dans l'espoir que le rejeton, ainsi conçu, serait plus fort. C'est un principe eugénique. Lorsqu'il devenait un véritable Spartiate, un homme qui avait fait ses preuves, il devait se reproduire pour perpétuer ses caractéristiques génétiques. C'était une préoccupation constante. Toute cette surveillance exercée sur la vie conjugale et familiale a pour but d'empêcher les Spartiates d'être distraits de leur principal objectif, s'entraîner, manœuvrer, terroriser les Ilotes et maintenir la supériorité spartiate. Les Spartiates étaient-ils persuadés, au fond d'eux-mêmes, qu'ils étaient uniformément vertueux? Ou se disaient-ils parfois, mince, ce que j'aimerais passer un week-end sympa à Athènes et faire un peu la fête? On ne le saura jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'image qu'ils renvoyaient était celle d'hommes parfaitement satisfaits de leur sort et de leur vie vertueuse. Mais paradoxalement, ces hommes qui forment l'armée la mieux entraînée au monde n'utilisent pas cette force contre leurs voisins. Ils disposent d'une prodigieuse machine militaire. Mais tout se passe comme s'ils se disaient « Ne prenons aucun risque, admirons-la, polissons nos beaux boucliers, mais ne les utilisons pas à moins d'y être forcés. » 2 siècles durant, ce système va fonctionner à merveille à l'intérieur des limites de la Laconie. Mais c'est alors, pour des raisons qui demeurent encore mystérieuses, que Sparte a commencé à regarder, par-delà ses frontières, vers des peuples à conquérir. Les Spartiates craignaient-ils que leur machine de guerre se rouille à force de ne pas servir, ou peut-être avaient-ils tout simplement soif de vrais combats? Les Spartiates ne doutaient pas un instant que leurs 2 grands adversaires, les Argiens et les Tégéens, seraient faciles à vaincre. Ils étaient prêts à étendre leur territoire et à intégrer d'autres régions dans leur propre système. Au même moment, une armée colossale se prépare à contester la suprématie de Sparte. Une nation de plus d'1 million de soldats fourbit ses armes pour conquérir la Grèce. Les Perses. Au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, ils vont d'abord conquérir les Grecs d'Asie mineure, les Ioniens, avant de tourner leur regard vers l'ouest. Et cette volonté de conquête va déterminer l'histoire de la Grèce pour les 2 siècles à venir. Pendant plusieurs générations, l'ensemble de la Grèce va subir la menace perse. La façon dont Sparte et Athènes vont réagir à cette menace va à la fois diviser et unir le monde grec.